Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Henri Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique. Le rire spécialement provoqué par le comique. La méthode consiste à déterminer les procédés de fabrication du comique. Les plus grands penseurs depuis Aristote se sont attachés au problème du rire. Nous ne voulons pas enfermer la fantaisie comique dans une définition, car le rire est vivant. Nous devons regarder le rire grandir et s'épanouir. La fantaisie comique nous renseigne sur les procédés de travail de l'imagination humaine, sociale, collective et populaire. Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Un paysage ne sera jamais risible. C'est le caprice humain qu'on reconnaîtra chez l'animal ou le chapeau. Signalons le symptôme de l'insensibilité qui accompagne d'ordinaire le rire. L'indifférence est son milieu naturel. Le rire n'a pas de plus grand ennemi que l'émotion. Détachez-vous et assistez à la vie en spectateur indifférent. Bien des drames tourneront à la comédie, ridicule d'un bal où on se bouche les oreilles. Le grave passe au plaisant. Le comique nécessite une anesthésie momentanée du cœur. Il s'adresse à l'intelligence pure. On ne goûterait pas le comique si l'on se sentait isolé. Le rire a besoin d'un écho. Comme le tonnerre, le rire commence par un éclat et se termine par un roulement. Notre rire est toujours le rire d'un groupe. On rit dans sa société, sa paroisse, sa sphère. Le rire cache aussi une arrière-pensée d'entente, de complicité avec d'autres rieurs, réels ou imaginaires. Le rire est plus large au théâtre, quand la salle est plus pleine. Beaucoup d'effets comiques sont intraduisibles d'une langue dans une autre, relatifs aux mœurs et aux idées. Ce n'est pas une simple curiosité où l'esprit s'amuse. Le comique nous fait effectivement rire. Pour comprendre le rire, il faut le replacer dans son milieu naturel, qui est la société et sa fonction utile et sociale. L'idée directrice de toutes nos recherches. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Le rire doit avoir une signification sociale. Le comique naîtra quand des hommes réunis en groupe dirigeront leur attention sur un d'entre eux, faisant taire leur sensibilité et exerçant leur seule intelligence. Un homme tombe dans la rue, on rit. Ce n'est pas son changement brusque d'attitude qui fait rire. S'il s'était assis par terre, personne ne rirait. C'est ce qu'il y a d'involontaire dans le changement, c'est la maladresse. L'homme est tombé, les passants rient. Ce qu'il y a de risible, c'est une certaine raideur de mécanique, là où l'on voudrait trouver la souplesse attentive et la vivante flexibilité d'une personne. Une circonstance extérieure a déterminé les faits. Le comique est donc accidentel. Le distrait tente la verve des auteurs comiques. La Bruyère utilisa cette recette pour la fabrication en gros des effets amusants et en abusa. Avec la distraction, on est sur une des grandes pentes naturelles du rire. Loi générale. Quand un certain effet comique dérive d'une certaine cause, l'effet nous paraît d'autant plus comique que nous jugeons plus naturelle la cause. Nous rions déjà de la distraction qu'on nous présente comme un simple fait. Quelle profondeur de comique que celle du romanesque et de l'esprit de chimère. Le comique profond se relie au comique plus superficiel. Mésaventure logique que la réalité applique à corriger le rêve. Le vice qui nous rendra comique nous impose sa raideur au lieu de nous emprunter notre souplesse. C'est là que réside la différence essentielle entre la comédie et le drame. Le drame porte un nom propre, Othello. Une comédie, un nom commun, l'avare, le joueur. Un drame s'incorpore au personnage. L'art du poète comique est d'obtenir quelques fils de la marionnette et nous jouons à notre tour. Une partie du plaisir vient de là.
C'est une espèce d'automatisme qui nous fait rire, très voisin de la simple distraction. Un personnage est comique dans l'exacte mesure où il s'ignore lui-même. Le comique est inconscient. Il use à rebours de l'anneau de Gigès et il se rend invisible à lui-même en devenant visible à tout le monde. Si Harpagon nous voyait rire de son avarice, il ne s'en corrigerait pas, mais nous le montrerait moins. En ce sens, le rire châtie les mœurs. Un personnage de tragédie ne changera rien à sa conduite. La société exige une attention, constamment en éveil. La vie met en jeu tension et élasticité. Toute raideur du caractère de l'esprit, et même du corps, sera suspecte à la société, signe d'une excentricité. Le rire est la réponse, le geste social. La raideur est comique et le rire est le châtiment. En aggravant la laideur, en la poussant jusqu'à la difformité, on passera du difforme au ridicule. Triste privilège dans certains cas de provoquer le rire. Peut devenir comique toute difformité qu'une personne bien conformée arriverait à contrefaire, le bossu, un tic, une grimace. L'effet gagne en intensité quand nous pouvons rattacher ces caractères à une cause profonde. Comique de la caricature. L'art du caricaturiste est de saisir l'imperceptible et de le rendre visible à tous les yeux en l'agrandissant. Art diabolique. Passant du comique des formes à celui des gestes et des mouvements. Nous énonçons une loi. Les attitudes du corps humain sont risibles dans l'exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique. Un dessin est comique quand il nous fait voir dans l'homme un pantin articulé, suggestion discrète. L'effet comique est d'autant plus saisissant que l'image de la personne et celle de la mécanique sont insérées l'une dans l'autre. Ce n'est plus de la vie, c'est de l'automatisme installé dans la vie et imitant la vie. C'est du comique. On ne peut imiter de nos gestes que ce qu'ils ont de mécaniquement uniforme. Imiter quelqu'un, c'est dégager la part d'automatisme qu'il a laissé s'introduire dans sa personne. C'est le rendre comique. Deux visages semblables font rire ensemble par leur ressemblance. Les gestes d'un orateur font rire par leur répétition. L'infléchissement de la vie dans la direction de la mécanique est la vraie cause du rire. Plus grand sera le nombre, plus l'effet comique sera grand, car nous pensons distinctement à des marionnettes. Il est facile à un vêtement de devenir ridicule, et toute mode est risible par quelque côté. La personne se déguise. Il y a une logique de l'imagination qui n'est pas la logique de la raison. Un homme qui se déguise est comique. Un homme qu'on croirait déguisé est comique encore. Pour la nature aussi, on rit d'un chien tondu à moitié car on pense à une mascarade. Une nature truquée mécaniquement voit un motif franchement comique sur lequel la fantaisie pourra exécuter des variations, avec la certitude d'obtenir un succès de gros rire. Plus les exigences du corps seront mesquines et uniformément répétées, plus l'effet sera saisissant. Loi et comique, tout incident qui appelle notre attention sur le physique d'une personne, alors que le moral est en cause. Aussi le poète tragique a-t-il soin d'éviter tout ce qui pourrait appeler notre attention sur la matérialité de ses héros. Dès que le souci du corps intervient, une infiltration comique est à craindre. Napoléon avait remarqué qu'on passe de la tragédie à la comédie par le seul fait de s'asseoir. Le corps prenant le pas sur l'âme. Nouvelle loi. Nous rions toutes les fois qu'une personne nous donne l'impression d'une chose, le clown. L'imagination des spectateurs. Au-dessus de l'art, il y a l'artifice. Le théâtre est soit un grossissement, soit une simplification de la vie. La comédie est bien un jeu qui imite la vie. Définition des situations de vaudeville. Et comique, tout arrangement d'actes et d'événements qui nous donne, insérés l'une dans l'autre, l'illusion de la vie et la sensation nette d'un agencement mécanique. Un des procédés usuels de la comédie classique est la répétition d'un mot. Elle nous fait rire que parce qu'elle symbolise un certain jeu, du chat qui s'amuse avec la souris, ou du jeu du diable dans la boîte avec un ressort. Un personnage apparaît comme un simple jouet entre les mains d'un autre qui s'en amuse.
Par un instinct naturel, c'est du côté des fourbes que se met le spectateur. En imagination, on préfère mieux être dupère que dupé. À défaut du spectateur, il faut au moins des acteurs pour tenir des ficelles. Tout le sérieux de la vie lui vient de notre liberté. Pour transformer la gravité de la vie, il faudrait se figurer que la liberté apparente recouvre un jeu de ficelles et que nous sommes ici-bas, comme dit le poète, comiques par l'évocation de cette simple image. Rôle des réminiscences de l'enfance. Dispositif mécanique dont ce jeu est une application. Le changement de position de l'objet amène mécaniquement des changements de situation de plus en plus graves entre les personnes. Le propre d'une combinaison mécanique est d'être généralement réversible, engrenage fatal des causes et des effets. Même effet circulaire, même retour au point de départ. Faire beaucoup de chemin pour revenir sans le savoir au point de départ, c'est fournir un grand effort pour un résultat nul. Selon Herbert Spencer, le rire serait l'indice d'un effort qui rencontre tout à coup le vice. Pour Kant, le rire vient d'une attente qui se résout subitement en rien. La disproportion entre la cause et l'effet n'est pas la source directe du rire. Nous rions de l'arrangement mécanique spécial qu'elle nous laisse apercevoir, par transparence derrière la série des effets et des causes. C'est une distraction de la vie. Le rire est une correction immédiate, un geste social qui souligne et réprime une certaine distraction spéciale des hommes et des événements. Vous obtenez une scène comique en faisant que la situation se retourne et que les rôles soient intervertis. Monde renversé. Histoire de persécuteur victime de persécution, du dupeur dupé, fait le fond de bien des comédies. Nous avons aussi l'effet comique par interférence des séries. Une situation est toujours comique quand elle appartient en même temps à deux séries d'événements absolument indépendantes et qu'elle peut s'interpréter à la fois dans deux sens tout différents, le quiproquo. Nous oscillons entre le sens possible et le sens réel. Les philosophes ont été frappés par ce balancement, essence du comique, dans un choc ou dans une superposition de deux jugements qui se contredisent. Le quiproquo n'est pas risible par lui-même, mais seulement comme signe d'une interférence de série. La transposition généralement comique de l'ancien en moderne s'inspire de la même idée. Il faut distinguer entre le comique que le langage exprime et celui que le langage crée. Le premier se traduit d'une langue à l'autre, le second étant intraduisible. Nous serions embarrassés pour dire de qui nous rions, bien que nous sentions confusément parfois qu'il y a quelqu'un en cause, spirituel et comique. Le spirituel étant quand nous fait rire un tiers, ou de nous-mêmes. L'homme d'esprit se met un peu en scène. Un peuple spirituel est épris de théâtre. Dans l'homme d'esprit, il y a quelque chose du poète, comme dans le bon liseur, il y a le commencement d'un comédien. Le comique du langage doit correspondre point par point au comique des actions et des situations. On obtiendra un mot comique en insérant une idée absurde dans un moule de phrases consacrées. L'absurdité n'est pas la source du comique. Elle n'est qu'un moyen très simple et très efficace de nous le révéler. Nous rions toutes les fois que notre attention est détournée sur le physique d'une personne, alors que le moral était en cause. Appliqué au langage, on pouvait dire que la plupart des mots présentent un sens physique et un sens moral selon qu'on prend au propre ou au figuré. On obtient un effet comique quand on affecte d'entendre une expression au propre alors qu'elle était employée au figuré, ou encore dès que notre attention se concentre sur la matérialité d'une métaphore. L'idée exprimée devient comique. En bourse, un jour on gagne, un jour on perd. Eh bien, je jouerai tous les 2 jours. Des séries d'événements deviennent comiques soit par répétition, soit par inversion, soit par interférence. Il en est de même des séries. Les séries de mots. Une phrase deviendra comique si elle donne encore un sens en se retournant, ou si elle exprime indifféremment 2 systèmes d'idées tout à fait indépendantes, ou enfin si l'on a obtenu en transposant une idée dans un ton qui n'est pas le sien. L'interférence donne à la même phrase 2 significations indépendantes. Le jeu de mots trahit une distraction momentanée du langage, et c'est d'ailleurs par là qu'il est amusant. Inversion et interférence sont des jeux d'esprit qui aboutissent à des jeux de mots. Plus profond, la transposition est au langage courant ce que la répétition est à la comédie.
On obtiendra un effet comique en transposant d'expression naturelle d'une idée dans un autre ton. On peut distinguer deux tons, le solennel et le familier. On transpose en familier le solennel et on a la parodie. Alexandre Bain définit le comique en général par la dégradation. Le risible naîtrait quand on nous présente une chose, auparavant respectée comme médiocre et vile. L'exagération est comique quand elle est prolongée et systématique. Parler de petites choses comme si elles étaient grandes, c'est aussi exagéré. Plus artificielle mais plus raffinée est la transposition de bas en haut qui s'applique à la valeur des choses et non plus à leur grandeur. L'ironie est quand on énoncera ce qui devrait être en feignant de croire que c'est précisément ce qui est, ou au contraire on décrira minutieusement et méticuleusement ce qui est. L'humour est l'inverse de l'ironie. Les deux sont des formes de la satire, mais l'ironie est de nature oratoire, tandis que l'humour est quelque chose de plus scientifique, descendant de plus en plus bas à l'intérieur du mal. L'humour affectionne les termes concrets, les détails techniques, les faits précis. L'humoriste est un moraliste qui se déguise en savant. Le comique exprime avant tout une certaine inadaptation particulière de la personne à la société. Il n'y a de comique que l'homme. Et comique le personnage qui suit automatiquement son chemin sans se soucier de prendre contact avec les autres. Le rire est là pour corriger sa distraction et pour le tirer de son rêve. Perspective d'une humiliation, légère mais redoutable, telle est la fonction du rire. Toujours un peu humiliant pour celui qu'en est l'objet. Le rire est véritablement une espèce de brimade sociale. L'équivoque du rire qui n'appartient ni tout à fait à l'art, ni à la vie. Intention inavouée d'humilier et par là il est vrai de corriger extérieurement. Les défauts légers de nos semblables sont ceux qui nous font rire. Rien ne désarme comme le rire. Un personnage insociable est comique. Un vice souple serait moins facile à ridiculiser qu'une vertu inflexible. C'est la raideur qui suspecte à la société. Quiconque s'isole s'expose au rire et au ridicule. Ces défauts nous font rire en raison de leur insociabilité plutôt que de leur immoralité. Le comique s'adresse à l'intelligence pure et le rire est incompatible avec l'émotion. Un vice peut être comique, mais il ne faut pas qu'il m'émeuve. La comédie use d'un moyen. Au lieu de concentrer notre attention sur les actes, elle la dirige plutôt sur les gestes, attitude, mouvement, discours. Car le geste échappe, il est automatique, et c'est une partie isolée de la personne qui s'exprime. L'insociable peut devenir comique. Deux conditions essentielles, insociabilité du personnage et insensibilité du spectateur. Et il n'y a d'essentiellement risible que ce qui est automatiquement accompli. Toute distraction est comique. Le geste involontaire, le mot inconscient. Plus profonde est la distraction, plus haute est la comédie. Les mots profondément comiques sont les mots naïfs où un vice se montre à nu. Inattention à soi et par conséquent à autrui. Voilà ce que nous retrouvons toujours. Mes sens et ma conscience ne me livrent de la réalité qu'une simplification pratique. L'art vise toujours l'individuel, ce que le peintre fixe sur la toile. La vérité porte en elle une puissance de conviction, de conversion même. Plus grande est l'œuvre et plus profonde la vérité entrevue, et l'effet tendra à devenir universel. L'universalité est dans l'effet produit et non pas dans la cause. La différence entre la tragédie et comédie, l'une s'attachant à des individus et l'autre à des genres. Ce qui nous intéresse dans l'œuvre du poète, c'est la vision de certains états d'âme très profonds ou de certains conflits tout intérieurs. L'imagination poétique ne peut être qu'une vision plus complète de la réalité. La comédie est mitoyenne entre l'art et la vie. En organisant le rire, elle accepte la vie sociale comme un milieu naturel. Elle tourne le dos à l'art, car non désintéressé comme l'art pur. La vanité est le défaut le plus superficiel et le plus profond. Le remède spécifique de la vanité est le rire, et le défaut essentiellement risible est la vanité. Le rire a pour fonction de réprimer les tendances séparatistes. En première ligne, la vanité professionnelle. Raideur comique de l'endurcissement professionnel. L'habitude professionnelle décèle une particularité.
Théophile Gautier et plusieurs autres philosophes gravitent autour de l'idée que le comique extravagant est la logique de l'absurde, effet comique assez gros. Le personnage comique pêche par obstination d'esprit ou de caractère, par distraction ou par automatisme, comme Don Quichotte. Dans le théâtre de Molière, c'est le personnage qui suit son idée. L'esprit qui s'obstine finira par lier les choses à son idée, au lieu de régler sa pensée sur les choses. Tout personnage comique est sur la voie de l'illusion, comme Don Quichotte, qui nous fournit le type général de l'absurdité comique. Ce n'est pas la folie ou la maladie qui font rire, car elles excitent notre pitié. Le rire, nous le savons, est incompatible avec l'émotion. L'absurdité comique est de même nature que celle des rêves. Des obsessions comiques se rapprochent beaucoup des obsessions de rêve. Le rire est surtout un moyen de correction. À l'impertinence, la société réplique par le rire, qui est une impertinence plus forte encore. Le rire n'est pas bienveillant. Il rend le mal par le mal, sous l'apparence de la bonhomie, de la jovialité, de la détente. Car le personnage comique suit son idée automatiquement, il finit par penser, parler, agir comme s'il rêvait. La sympathie du comique est une sympathie fuyante. L'intention est bonne, on châtie ce qu'on aime. Le rire, en réprimant les manifestations extérieures de certains défauts, nous invite aussi pour notre plus grand bien à corriger ces défauts et nous améliorer. Le rire châtie certains défauts comme la maladie châtie les excès, frappant des innocents, épargnant des coupables. La nature utilise le mal en vue du bien, souplesse d'adaptation des membres de la société. La nature équilibre et chasse à sa surface les perturbations. Le rire accomplit une fonction utile. L'auteur a cherché dans cet ouvrage l'intention de la société quand elle rit. Henri Bergson, le rire. Merci.